Octobre 1806. Berlin est en ébullition. Sur les marches de l'ambassade de France, de jeunes officiers de la garde prussienne, ivres d'orgueil et de mépris, sortent leurs sabres. Dans un geste d'une insolence inouïe, ils se mettent à aiguiser leurs lames sur la pierre du perron français. Ils rient, ils chantent, ils réclament la guerre. Pour eux, l'armée de Napoléon n'est qu'une bande de sans-culottes indisciplinés, commandée par un caporal corse chanceux. Ils pensent être les maîtres de l'Europe. Après tout, ne sont-ils pas les héritiers du grand Frédéric II? Ne sont-ils pas la machine de guerre la plus redoutée du continent, celle qui marche au pas de loi, avec une précision mécanique? Le monde entier les regarde et tremble. Tout le monde pense que la France va se briser contre ce mur d'acier. Mais ils viennent de commettre l'erreur la plus fatale de leur histoire. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne provoquent pas une simple nation, mais une tempête. Ils s'imaginent une guerre classique, faite de manœuvres lentes et de sièges interminables. Mais Napoléon ne joue plus à ce jeu-là. Pendant que les Prussiens paradent à Berlin, la grande armée est déjà en mouvement. Elle ne marche pas, elle dévore les kilomètres. Elle s'apprête à déferler sur l'Allemagne avec une violence cinétique que l'histoire n'a encore jamais vue. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la guerre des tranchées ou les conflits modernes. Le véritable concept de la guerre éclair, le Blitzkrieg, n'est pas né avec les chars d'assaut au XXe siècle. Il est né ici, en 1806, dans l'esprit de l'empereur et dans les jambes des soldats français. Dans 19 jours, cette armée prussienne si arrogante, considérée comme invincible, n'existera plus. Elle sera pulvérisée, chassée, humiliée et rayée de la carte. Comment une telle destruction est-elle possible? Comment la France a-t-elle pu anéantir une superpuissance militaire en moins de 3 semaines? Préparez-vous à entrer au cœur de la campagne la plus parfaite de l'histoire militaire. Bienvenue dans l'héritage de fer. La chasse est ouverte. Pour comprendre l'ampleur du désastre qui s'annonce pour la Prusse, il faut d'abord regarder son armée dans le blanc des yeux. En apparence, c'est une merveille. C'est une horlogerie de précision. Sur les champs de manœuvre de Potsdam, les lignes sont tirées au cordeau, les uniformes sont impeccables, les mousquets brillent sous le soleil d'automne. C'est l'armée qui a tenu tête à toute l'Europe 50 ans plus tôt. C'est le mythe vivant de Frédéric le Grand. Mais regardez de plus près. Grattez le vernis de cette superbe façade. Ce que vous voyez, c'est un cadavre embaumé. Cette armée est restée figée dans le temps. Ses généraux sont des vieillards. Le duc de Brunswick, qui commande les troupes, a 71 ans. Il a fait ses premières guerres à l'époque des perruques poudrées et des guerres en dentelle. Pour ces hommes, la guerre est une science géométrique, une affaire de règles immuables, de marches lentes et de positions honorables. Ils n'ont pas compris que le monde a changé. Ils n'ont pas compris que la Révolution française a accouché d'un monstre qui ne respecte aucune de leurs vieilles règles de courtoisie. Face à eux, ce qui s'avance à travers la Bavière, ce n'est pas une armée traditionnelle, c'est la grande armée de 1806. Et c'est sans doute l'outil militaire le plus parfait jamais forgé par la main de l'homme. Ces soldats ne sont pas des automates dressés à coups de bâton comme les Prussiens. Ce sont des citoyens soldats, des vétérans, endurcis par le soleil d'Austerlitz et les glaces des Alpes. Ils ont un moral d'acier. Ils idolâtrent leur empereur. Mais surtout, ils sont organisés d'une manière révolutionnaire. Napoléon a divisé son armée en corps d'armée. C'est un concept crucial pour comprendre la suite. Chaque corps, commandé par un maréchal, est une armée en miniature.
Il possède sa propre infanterie, sa propre cavalerie, sa propre artillerie. Pourquoi est-ce si terrifiant? Parce que cela signifie que l'armée française est une hydre à plusieurs têtes. Elle peut se diviser pour marcher plus vite et se réunir pour frapper plus fort. Un adage militaire de l'époque résume tout. Les Français marchent séparés, mais combattent réunis. Là où les Prussiens se déplacent en un seul bloc lourd et lent, qui encombre les routes et paralyse sa propre logistique, les Français, eux, se répandent comme une inondation. Ils vivent sur le pays. Ils n'attendent pas les convois de ravitaillement. Ils avancent à une vitesse qui défie l'entendement humain de l'époque. Les Prussiens s'attendent à ce que Napoléon attaque de front, à l'ouest, le long du Rhin. C'est logique, c'est la route directe vers Paris. Ils positionnent donc leurs forces lourdement vers l'ouest, prêts à une guerre de position classique. Ils regardent l'horizon, confiants, attendant l'ennemi là où il devrait être. Mais Napoléon ne fait jamais ce qu'il devrait faire. Il est déjà ailleurs. Dans le plus grand secret, l'empereur a massé ses troupes au sud, en Franconie. Il s'apprête à traverser la dense forêt de Thuringe. C'est un terrain difficile, montagneux, boisé, jugé impraticable pour une armée de cette taille par les stratèges prussiens. Personne n'attend une attaque massive par là. C'est exactement pour cela que Napoléon choisit cette route. Le plan est d'une audace folle. Il lance ses 200 000 hommes à travers les défilés étroits de la forêt, organisés en ce qu'il appelle le bataillon carré. Imaginez un immense losange mouvant, capable de faire face à une attaque venant de n'importe quelle direction en quelques heures. C'est un filet géant qu'il lance par-dessus l'épaule de la Prusse. L'objectif n'est pas de repousser les Prussiens. L'objectif est de les couper de Berlin, de se placer entre l'armée ennemie et sa capitale, entre l'armée et ses dépôts, entre l'armée et sa retraite. Napoléon ne cherche pas la victoire, il cherche l'annihilation. Début octobre, la machine se met en branle. Et la vitesse est hallucinante. Les soldats français avalent 30, 40 km par jour, chargés comme des mules, sous la pluie, dans la boue. Ils ne se plaignent pas, ou plutôt si, ils grognent, comme de vrais grognards, mais ils avancent. Ils savent qu'ils sont en train de piéger l'ennemi. Pendant ce temps, au quartier général prussien, c'est la confusion totale. Les rapports des éclaireurs sont contradictoires. On signale des Français, ici, puis là, puis encore, ailleurs. Le commandement prussien est paralysé par l'indécision. Ils tiennent des conseils de guerre interminables qui durent des heures, où l'on débat de l'étiquette et de la théorie, alors que chaque minute perdue est un clou de plus dans leur cercueil. Ils ne savent pas où est Napoléon. Ils sont aveugles dans un box de boxe, attendant le coup, sans savoir d'où il va venir. Le premier choc, brutal, a lieu le 10 octobre à Saalfeld, et c'est un symbole tragique de toute cette campagne. L'avant-garde prussienne est commandée par le prince Louis-Ferdinand. Il est tout ce que la Prusse admire. Jeune, beau, courageux, un artiste, un musicien et un guerrier fougueux. Il est l'âme de la résistance, celui qui voulait la guerre plus que quiconque. Il refuse de reculer devant ses parvenus français. Mais en face de lui, c'est le maréchal Lannes. Lannes, le brave parmi les braves, le Roland de l'armée moderne. Le combat est bref, mais d'une violence inouïe. Les tirailleurs français, ces soldats légers, qui combattent en ordre dispersé, harcèlent les lignes rigides des Prussiens, les transformant en cibles de foire. Les Prussiens tombent comme des quilles, incapables de riposter contre ces fantômes qui tirent et disparaissent dans la fumée.
Voyant ses lignes se briser, le prince Louis-Ferdinand, désespéré, charge héroïquement à la tête de sa cavalerie. Il veut changer le cours du destin par sa seule bravoure. Il se jette dans la mêlée. Il croise le fer avec un simple maréchal des logis français, un sous-officier nommé Guindet. Le duel est rapide. Un coup de sabre. Le prince s'effondre, transpercé. La nouvelle de sa mort se répand comme une traînée de poudre. Ce n'est pas seulement un prince qui est mort à Saalfeld, c'est le moral de toute l'armée prussienne qui vient d'être décapitée. Si leur meilleur héros peut être abattu comme un chien par un simple soldat français en quelques minutes, quel espoir reste-t-il? La panique commence à s'installer. Les Prussiens réalisent soudain l'impensable. Les Français ne sont pas devant eux. Ils sont sur leur flanc. Pire, ils sont déjà quasiment derrière eux. Le grand mouvement tournant de Napoléon est en train de se refermer. La grande armée surgit de la forêt de Thuringe comme une nuée d'orage. Le commandement prussien, terrifié, ordonne enfin la retraite vers le nord, vers l'Elbe, pour tenter de sauver ce qui peut l'être, pour protéger Berlin. Mais c'est trop tard. On ne court pas plus vite que l'éclair. Napoléon a déjà anticipé leur fuite. Il resserre le filet. Nous sommes le 13 octobre. La tension est à son comble. L'atmosphère est lourde, électrique. Les deux armées titanesques se frôlent dans l'obscurité, se cherchent à tâtons. Napoléon est persuadé d'avoir trouvé le gros de l'armée ennemie près d'une ville universitaire nommée Iéna. Il voit les feux de camp prussiens illuminer l'horizon sur le plateau du Landgrafenberg qui domine la ville. L'empereur ne dort pas. Il est partout à la fois. Cette nuit-là, il accomplit un tour de force logistique qui relève du miracle. Le plateau qui domine Iéna est escarpé, jugé impossible à gravir pour de l'artillerie. Qu'importe. Napoléon prend une torche à la main. Il dirige lui-même les travaux. Il fait tailler la roche, élargir les sentiers. Il engueule les soldats, encourage les canonniers. Hommes et chevaux tirent, poussent, souffrent et hissent les canons, pièce par pièce, jusqu'au sommet. Au petit matin, alors que le brouillard épais de l'automne allemand recouvre encore la vallée, les Prussiens qui occupent le plateau dorment encore. Ils se pensent en sécurité, protégés par le terrain. Ils ignorent qu'au-dessus de leur tête, dans la brume, l'aigle impérial a déjà déployé ses serres. Napoléon a réussi à masser des dizaines de milliers d'hommes et son artillerie sur une tête d'épingle, prêt à déferler. Pourtant, un détail crucial échappe encore à l'empereur, un détail qui va transformer cette journée en légende. Napoléon pense avoir toute l'armée prussienne face à lui, à Iéna. Il se trompe. Il n'a devant lui que l'arrière-garde, environ 40 à 50 000 hommes. Mais alors, où est l'armée principale? Où sont les 60 000 soldats d'élite du roi de Prusse et du duc de Brunswick? Ils sont quelques kilomètres plus au nord, près d'un petit village nommé Auerstedt, et ils marchent droit sur un seul corps d'armée français, isolé, le 3e corps, celui du maréchal Davout. La scène est posée pour l'un des plus grands drames militaires de tous les temps. D'un côté, à Iéna, Napoléon s'apprête à écraser une force qu'il surestime avec une puissance de feu dévastatrice. De l'autre, à Auerstedt, le maréchal Davout, avec seulement 27 000 hommes, s'apprête à se faire percuter de plein fouet par la marée principale de l'armée prussienne, une force plus de 2 fois supérieure en nombre. Selon toute logique militaire, Davout est un homme mort. Il devrait être balayé, piétiné, anéanti en 1 heure. N'importe quel autre général aurait battu en retraite, n'importe qui aurait cherché à fuir.
Mais Davout n'est pas n'importe qui. On l'appelle le maréchal de fer. Il est sévère, myope, chauve. Il ne paie pas de mine, mais c'est un tacticien de génie et un homme d'une discipline implacable. Quand ses éclaireurs lui annoncent qu'une mer d'ennemis arrive sur lui, il ajuste ses lunettes, regarde ses officiers et donne l'ordre de tenir. Il ne reculera pas d'un pouce. Le soleil se lève sur le 14 octobre 1806. Le brouillard commence à se dissiper. 2 batailles simultanées vont s'engager. 2 batailles qui vont sceller le sort d'un empire. Le piège est en place. Les acteurs sont sur scène. La fureur va maintenant se déchaîner. La première décharge d'artillerie à Iéna déchire le silence du matin comme un coup de tonnerre. Sur le plateau du Landgrafenberg, les Prussiens se réveillent en enfer. Ils pensaient le terrain impraticable. Ils se retrouvent face à une armée entière qui semble avoir jailli du sol pendant la nuit. Napoléon ne leur laisse pas le temps de respirer, pas le temps de s'organiser, pas le temps de comprendre. Il lance le maréchal Lannes et sa garde en avant. C'est un choc brutal entre 2 mondes. D'un côté, la ligne prussienne, rigide, mécanique, qui tente de manœuvrer comme à la parade, tirant des volées synchronisées mais lentes. De l'autre, la furie française. Les tirailleurs de Lannes profitent de chaque arbre, de chaque fossé, de chaque repli de terrain. Ils harcèlent les formations compactes ennemies, visant les officiers, semant le chaos avant de s'évanouir. C'est comme essayer de boxer contre une nuée de guêpes. Puis vient le coup de massue. Le maréchal Ney, impatient, fougueux, se jette dans la bataille avec son avant-garde sans même attendre les ordres, se retrouvant un instant encerclé. Napoléon doit envoyer la cavalerie de Bertrand pour le dégager. Loin d'être une erreur fatale, cette audace téméraire déstabilise encore plus les Prussiens. Ils ne savent non plus où donner de la tête. Partout où ils regardent, des Français surgissent, chargent, frappent. Au centre, l'infanterie de ligne française monte à l'assaut. Vive l'empereur! Le cri fait trembler le sol autant que les canons. Les colonnes d'attaque enfoncent les lignes prussiennes comme un bélier défonce une porte pourrie. La résistance y est acharnée. Il ne faut pas s'y tromper. Le soldat prussien est brave. Il sait mourir debout. Mais sa bravoure est inutile face à cette tempête. Ses officiers sont dépassés. Ses formations brisées par l'artillerie volante de Napoléon, qui se déplace sur le champ de bataille pour tirer à bout portant. À midi, la bataille d'Iéna est déjà jouée. Ce n'est plus un combat, c'est une exécution. Napoléon lance alors la réserve, la cavalerie de Murat. 20 000 sabres qui s'abattent sur les fuyards. C'est la curée. Les Prussiens se débandent, jettent leurs armes, fuient vers le nord dans une panique indescriptible, espérant rejoindre le gros de leur armée qu'ils croient intacte. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'au nord, à quelques kilomètres de là, l'Apocalypse a un autre nom, Auerstedt. Si Iéna est la victoire du génie de Napoléon, Auerstedt est le triomphe de la volonté d'acier de Davout. Là-bas, la situation est désespérée. Le maréchal de fer et ses 3 divisions, 27 000 hommes, font face à l'élite de l'armée royale. 63 000 hommes, menés par le roi Frédéric Guillaume, III lui-même et le duc de Brunswick. 1 contre 3. Mathématiquement, c'est impossible. Les Prussiens, confiants dans leur masse écrasante, lancent vague après vague. Ils s'attendent à ce que la petite ligne française craque, plie et se brise sous le poids du nombre. La cavalerie prussienne, menée par le célèbre Blücher, charge avec une fureur sauvage. Ils veulent sabrer ces insolents, les piétiner dans la boue,
Mais Davout a transformé ses hommes en murs de briques. Formez les carrés. L'ordre claque, sec et précis. En quelques secondes, l'infanterie française se hérisse de baïonnettes. Les chevaux prussiens viennent s'empaler sur ces forteresses humaines. Les cavaliers tourbillonnent autour des carrés, impuissants, fauchés par des salves de mousqueterie tirées à bout portant, avec un calme terrifiant. Les soldats de Davout ne tremblent pas. Ils voient la masse ennemie qui s'étend jusqu'à l'horizon, mais ils ont confiance en leur chef. Ils savent que tant que Davout est là, avec son uniforme usé et son regard froid derrière ses lunettes, ils ne perdront pas. Ils encaissent les boulets, resserrent les rangs à chaque homme qui tombe. Serrez les rangs, puis le destin bascule. Le vieux duc de Brunswick, commandant en chef des Prussiens, est frappé en plein visage par une balle de mousquet, alors qu'il tente de rallier ses troupes. Il est évacué, aveugle, mourant. Le commandement prussien est décapité. Le roi, présent sur le champ de bataille, est un homme indécis. Au lieu de prendre les choses en main et de lancer toutes ses réserves pour écraser Davout sous le nombre, il hésite. Il voit ses meilleures troupes reculer face à ces démons français qui refusent de mourir. Davout sent ce flottement. Il a l'instinct du prédateur. Il sait que c'est le moment. Malgré son infériorité numérique, il fait l'impensable. Il ordonne l'attaque générale. En avant. Imaginez la scène. 27 000 Français, épuisés, couverts de poudre et de sang, qui se lancent à l'assaut de 50 000 Prussiens encore valides. C'est de la folie pure, mais c'est une folie qui glace le sang de l'ennemi. Les Prussiens n'en croient pas leurs yeux. Ces hommes sont-ils immortels? Sont-ils protégés par le diable? L'armée royale, démoralisée par la perte de son chef et terrifiée par cette agressivité surnaturelle, commence à vaciller. La ligne plie, puis elle rompt. Ce n'est d'abord qu'une fissure, puis une brèche, et soudain, c'est l'effondrement total. Le roi donne l'ordre de la retraite, pensant pouvoir rejoindre l'armée qui se bat à Iéna. Quelle erreur tragique! Car au même moment, les fuyards d'Iéna remontent vers le nord, chassés par Napoléon, et les fuyards d'Auerstedt descendent vers le sud, chassés par Davout. Les deux masses de soldats paniqués, de chariots, de chevaux, se percutent sur les routes encombrées. C'est le chaos absolu. L'armée prussienne, fierté de l'Europe, se transforme en une foule hystérique prise en étau. C'est la fin de toute organisation, de toute discipline. Il n'y a plus d'officiers, plus de soldats, seulement des hommes terrifiés qui cherchent à sauver leur peau. Le soir du 14 octobre, le bilan est stupéfiant. Napoléon, apprenant la victoire de Davout, refuse d'abord d'y croire. « Votre maréchal voit double », s'exclame-t-il, faisant allusion à la myopie de Davout, pensant qu'il a compté les ennemis 2 fois, mais quand les rapports confirment que Davout a non seulement tenu, mais écrasé l'armée principale et capturé une quantité astronomique de drapeaux et de canons, l'empereur s'incline. Il accordera à Davout et à ses hommes l'honneur inouï d'entrer les premiers dans Berlin. Mais la guerre n'est pas finie. La bataille est gagnée, oui, mais Napoléon ne veut pas seulement une victoire. Il veut la mort de la Prusse en tant que puissance militaire. Il ne laissera pas à l'ennemi le temps de se regrouper, de panser ses plaies, de négocier. Il ordonne la poursuite immédiate, une poursuite impitoyable, une chasse à courre à l'échelle d'un pays, l'épée dans les reins. C'est l'ordre donné à la cavalerie. Murat, le sabreur flamboyant, lance ses cavaliers sur les routes d'Allemagne. Ce qui suit dans les jours d'après relève du mythe. C'est l'Hallali. L'armée prussienne se désintègre littéralement sous la pression.
On assiste à des scènes surréalistes, dignes d'un roman d'aventure, mais pourtant bien réelles. Le général Lasalle, avec une poignée de hussards, se présente devant la forteresse de Stettin. C'est une place forte, redoutable, défendue par 5000 hommes et des centaines de canons. Lasalle n'a pas d'infanterie, pas de canons de siège, rien. Il a juste du culot. Il bluffe. Il exige la reddition immédiate, menaçant de tout détruire avec une armée imaginaire qui arriverait derrière lui. Et ça marche. Le gouverneur prussien, un vieux général de 80 ans, totalement démoralisé par les nouvelles du désastre d'Iéna, ouvre les portes. 5000 Prussiens se rendent à quelques centaines de cavaliers français. C'est l'effondrement psychologique total. La peur de la grande armée est devenue plus puissante que ses canons. Partout, c'est la même histoire. Les corps d'armée prussiens sont rattrapés un par un, encerclés et forcés de capituler. Le prince de Hohenlohe se rend avec 16 000 hommes. Blücher, le vieux guerrier, est traqué jusqu'à Lübeck, acculé contre la mer Baltique, et doit mettre bas les armes. En quelques jours, il ne reste rien. Pas une division, pas un régiment organisé. La machine de guerre de Frédéric le Grand a été vaporisée le 27 octobre 1806, 19 jours seulement après le début de la campagne. Napoléon fait son entrée triomphale à Berlin. Il passe sous la porte de Brandebourg à la tête de ses troupes. Les Berlinois regardent, stupéfaits et silencieux, ce petit homme au chapeau bicorne qui vient de mettre à genoux leur empire millénaire. Mais le moment le plus fort, le plus symbolique de cette épopée n'a pas lieu sous les vivas de la foule. Il a lieu dans le silence d'une crypte. Napoléon se rend à Potsdam, au château de Sans Souci. Il descend dans le tombeau de Frédéric le Grand, le seul homme qu'il considère comme son égal dans l'histoire moderne, le maître de la guerre du siècle passé. Il s'arrête devant le cercueil du vieux roi. Autour de lui, ses maréchaux se tiennent au garde à vous, retenant leur souffle. L'instant est solennel. Le vainqueur d'Iéna face à l'ombre du vainqueur de Rosbach. Napoléon pose la main sur le tombeau, reste silencieux un instant, puis se tourne vers ses officiers et prononce cette phrase qui résonne encore à travers les siècles. « Messieurs, si ce roi était encore vivant, je ne serais pas ici. » C'est l'hommage ultime. Mais c'est aussi le constat d'une réalité brutale. Le temps des rois guerriers de l'ancien monde est révolu. Une nouvelle ère a commencé, celle de la vitesse, de la masse, de la guerre totale, celle de la France. En moins de 3 semaines, la France n'a pas seulement gagné une guerre, elle a envoyé un message terrifiant à l'Europe entière. Personne n'est à l'abri. Aucune réputation, aucune forteresse, aucune armée ne peut résister à la foudre quand elle est maniée par l'empereur. La Prusse a cessé d'être une grande puissance. Elle est devenue un vassal, un État tampon, humilié, occupé, forcé de payer des indemnités écrasantes. L'héritage de cette campagne de 1806 est immense. Militairement, c'est le chef-d'œuvre absolu de Napoléon. C'est la démonstration parfaite de l'anéantissement de l'ennemi. On étudie encore aujourd'hui cette campagne dans toutes les écoles de guerre du monde, de West Point à Saint-Cyr. C'est l'archétype du Blitzkrieg avant l'heure. Les chars allemands de 1940, qui traverseront les Ardennes pour surprendre la France, ne feront qu'appliquer, avec de la technologie moderne, les principes de mouvement et de surprise que Napoléon a démontrés 130 ans plus tôt, dans les forêts de Thuringe. Ironie cruelle de l'histoire. Mais au-delà de la stratégie, il reste la légende. Celle de ces hommes qui ont marché plus vite que les chevaux. Celle de Lannes, de Murat, de Ney,
et surtout celle de Davout, le maréchal de fer, le héros solitaire d'Auerstedt, qui a prouvé ce jour-là que le courage français, discipliné et intelligent, pouvait renverser des montagnes. Alors, quand on vous parle de la grandeur militaire, ne laissez personne oublier 19 jours d'octobre 1806. Ne laissez personne dire que la victoire est une question de chance, c'est une question d'audace. La France, ce mois-là, marchait sur l'eau. Elle était intouchable. Elle était le sommet du monde. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Mais ici, l'histoire allait être écrite par la vitesse de l'épée. Et cette épée était française. Qu'en pensez-vous? Selon vous, qui mérite la palme de la gloire dans cette campagne? Est-ce Napoléon pour sa vision stratégique globale? Ou est-ce Davout pour son exploit surhumain à 1 contre 3, à Auerstedt? Le débat divise les historiens depuis 2 siècles. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à explorer les sommets de notre histoire, si vous voulez voir tomber d'autres mythes, abonnez-vous à l'héritage de fer. La légende ne fait que commencer. Mais ce que les Prussiens ne comprennent pas encore, alors qu'ils fuient dans la nuit noire du 14 octobre, c'est que la défaite militaire n'est que le prélude à leur calvaire. Napoléon ne fait pas la guerre à moitié. Il a une maxime terrible. Quand vous tenez l'ennemi, ne le lâchez pas tant qu'il respire encore. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une armée victorieuse ne s'arrête pas pour célébrer, pour boire ou pour piller le champ de bataille. Non. Dès le lendemain matin, l'empereur lâche ses chiens de guerre. C'est le début de ce que l'histoire appellera la grande poursuite. Si Iéna était le marteau qui brise, la poursuite est le balai qui nettoie, impitoyable et systématique. C'est une chasse à l'homme, à l'échelle d'un royaume tout entier. Imaginez la scène. Des dizaines de milliers de soldats français, galvanisés par la victoire, qui se lancent sur les routes d'Allemagne avec une énergie inépuisable. Ils ont marché, ils ont combattu, et maintenant ils courent encore. Rien ne les arrête, ni les fleuves, ni les forêts, ni la fatigue. À la tête de cette meute, il y a le maréchal Murat, le plus grand cavalier de son temps. Avec ses tenues extravagantes, ses plumes d'autruche et sa soif de gloire, il est l'incarnation de la vitesse. Il mène sa cavalerie de réserve comme une tornade. Sa mission est simple, transformer la retraite ordonnée des Prussiens en une déroute honteuse et empêcher à tout prix que l'ennemi ne se reforme. Les Prussiens, eux, vivent un cauchemar éveillé. Ils marchent jour et nuit, affamés, hagards, jetant leurs fusils pour courir plus vite. Mais à chaque fois qu'ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, à chaque fois qu'ils pensent avoir mis assez de distance entre eux et les Français, ils entendent le son terrifiant des trompettes de Murat, ou voient apparaître à l'horizon les shakos des hussards. Ils sont talonnés, harcelés, poussés jusqu'à l'épuisement total. C'est une pression psychologique insoutenable. Cette phase de la guerre est fascinante, car elle montre la supériorité morale absolue de la grande armée. La volonté de résistance de la Prusse s'effondre comme un château de cartes. Des événements inconcevables se produisent. Prenons la reddition de Prenzlau, le 28 octobre. Le prince de Hohenlohe, qui commande les restes de l'armée principale, soit près de 10 000 hommes, est intercepté par Murat. Murat n'a qu'une poignée de cavaliers avec lui, mais il a un culot monstre. Il bluffe. Il affirme à Hohenlohe qu'il est encerclé par 100 000 Français, que toute résistance est un suicide. Hohenlohe, vieux, fatigué, brisé par des semaines de fuite, le croit. Il capitule en rase campagne, 10 000 hommes, des canons, des drapeaux, livrés sans tirer un coup de feu. Et que dire de la forteresse de Stettin?
C'est une place forte, redoutable, aux murailles épaisses, défendue par 5000 hommes et une artillerie lourde. Le général Lasalle, le fougueux Lasalle, qui se vante de tout prendre avec sa pipe et son sabre, arrive devant les murs avec seulement 2 régiments de hussards, une force dérisoire pour un siège. Mais Lasalle n'a pas le temps pour un siège. Il envoie un ultimatum arrogant, menaçant de piller la ville et de passer la garnison au fil de l'épée si elle ne se rend pas dans l'heure. Le gouverneur prussien, un général de 80 ans, regarde par ses créneaux. Il ne voit que quelques cavaliers, mais dans son esprit, derrière ces cavaliers, c'est l'ombre terrifiante de Napoléon qui plane. La peur est plus forte que la pierre. Il ouvre les portes. 5000 soldats se rendent à 500 cavaliers. C'est du jamais vu. C'est la faillite totale de l'esprit militaire prussien. Cependant, au milieu de cette débâcle, un homme refuse de plier l'échine. Gebhard Leberecht von Blücher. Retenez bien ce nom, car c'est lui, des années plus tard, qui sera le cauchemar de Napoléon à Waterloo. Mais pour l'instant, en 1806, il est le seul général prussien à montrer les dents. Vieux, grossier, violent, mais indomptable, Blücher rassemble les derniers débris de l'armée, environ 20 000 hommes, et tente une manœuvre désespérée. Il ne cherche pas à sauver Berlin, c'est déjà trop tard. Il cherche à attirer les Français, loin de la capitale, vers le nord-ouest, vers la mer Baltique, espérant peut-être recevoir de l'aide des Anglais ou des Suédois. Commence alors une course-poursuite épique, sanglante, à travers le Mecklembourg. 3 maréchaux français sont à ses trousses, Bernadotte, Soult et Murat. Ils le traquent comme une bête sauvage. Blücher se bat avec l'énergie du désespoir, livrant des combats d'arrière-garde féroces, brûlant les ponts derrière lui. Mais les Français sont toujours là. Ils traversent les rivières à la nage, ils dorment en marchant. C'est une épreuve d'endurance où la machine humaine est poussée au-delà de ses limites. La chasse se termine tragiquement dans la ville neutre de Lübeck. Blücher, acculé à la mer Baltique, n'a plus nulle part où aller. Il force l'entrée de la ville pour s'y retrancher. Les Français arrivent sur ses talons le 6 novembre. Ce qui suit est un carnage urbain d'une brutalité inouïe. Les soldats français, exaspérés par cette longue poursuite, prennent la ville d'assaut. On se bat dans les rues médiévales, dans les maisons, dans les églises. Les portes sont enfoncées à la hache, les barricades franchies à la baïonnette. Blücher se bat jusqu'au bout, mais il est submergé. Son armée est détruite, ses soldats sont morts ou prisonniers. Le 7 novembre, le vieux guerrier est contraint de se rendre. Mais même dans la défaite, il garde sa fierté. Sur l'acte de capitulation, il ajoute une phrase de sa main pour bien montrer qu'il ne cède que par manque de munitions et de vivres, et non par manque de courage. C'est le dernier soubresaut d'honneur d'une armée qui a cessé d'exister. Avec la chute de Blücher à Lübeck et la reddition de la forteresse de Magdebourg quelques jours plus tard, c'est fini. Tout est fini. En moins d'1 mois, la totalité des forces militaires prussiennes a été anéantie. Ce n'est pas une exagération. Il n'y a plus d'armée. Les chiffres donnent le vertige. 140 000 prisonniers, 25 000 morts ou blessés, 2000 canons capturés, des centaines de drapeaux qui seront envoyés à Paris pour orner la voûte des Invalides. Le roi Frédéric Guillaume III s'est enfui, aux confins de son royaume, en Prusse orientale, sous la protection du tsar de Russie. Il n'est plus qu'un roi sans terre, un monarque en exil dans son propre pays. Napoléon, lui, est le maître absolu de l'Allemagne du Nord. Il administre, il légifère, il redessine les frontières.
Il impose le blocus continental contre l'Angleterre, depuis Berlin même. Cette campagne a aussi un impact psychologique profond sur les soldats français. Ils se sentent invincibles. Ils ont vu les plus grandes armées d'Europe fondre devant eux comme neige au soleil. Une camaraderie unique s'est forgée dans la boue de la Thuringe et la poussière des routes de Prusse. Ils ne sont plus seulement les soldats d'une nation, ils sont les soldats de la grande armée, une entité qui a sa propre âme, sa propre mythologie. Ils savent qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils écrivent l'épopée. Mais il faut s'arrêter un instant pour comprendre la singularité de ce moment. Dans l'histoire de la guerre, il est rare, très rare, qu'une puissance majeure soit éliminée aussi rapidement et aussi complètement. Souvent, les guerres traînent, les armées se replient, se reforment. Ici, c'est la foudre. C'est la preuve que le génie d'un seul homme, couplé à l'organisation rationnelle et à la ferveur patriotique, peut briser les vieilles structures féodales. Napoléon n'a pas seulement vaincu la Prusse avec des canons, il l'a vaincue avec la modernité. Il a opposé le mouvement à l'immobilité, l'initiative à l'obéissance aveugle, le talent à la naissance. Le monde entier est sous le choc. À Londres, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, on est stupéfait. Si la Prusse, cette Sparte du Nord, a pu être brisée en 19 jours, qui peut résister? La peur de la France atteint son paroxysme. Napoléon n'est plus vu seulement comme un conquérant, mais comme une force de la nature, inarrêtable, presque surnaturelle. Pourtant, au milieu de ce triomphe, des graines de futures tragédies sont semées. L'humiliation infligée à la Prusse est si totale, si profonde, qu'elle va faire naître un sentiment de haine féroce. Le nationalisme allemand va se réveiller, nourri par le désir de vengeance. Les réformateurs prussiens vont analyser leur défaite, copier les méthodes françaises et reconstruire une armée nouvelle, celle-là même qui se dressera contre Napoléon 7 ans plus tard. En écrasant la Prusse trop fort, Napoléon a peut-être forgé l'arme qui finira par le blesser. Mais cela, c'est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, en cet automne 1806, le ciel est tricolore. Il reste une image, une seule, pour résumer toute la portée philosophique de cette tempête. Le 25 octobre 1806, Napoléon se trouve à Potsdam. Il visite le château de Sans Souci, la demeure intime de Frédéric le Grand. Il marche dans les couloirs, observe la bibliothèque, touche les objets personnels du roi philosophe, puis il descend dans la crypte de l'église de la garnison, là où repose le corps du vieux monarque. La scène est d'une intensité dramatique rare. Autour de l'empereur, les maréchaux se taisent. La lumière des torches danse sur les murs de pierre froide. Napoléon, l'homme de la Révolution, le parvenu corse, se tient seul face au cercueil de l'homme qui incarnait l'ancien régime dans toute sa splendeur militaire. Le duel à distance, qui a duré tout le mois d'octobre, s'achève ici, dans ce silence de tombeau. Napoléon reste immobile un long moment, perdu dans ses pensées. Que voit-il? Voit-il en Frédéric un rival vaincu, un maître dépassé? Ou voit-il son propre destin, la fragilité de la gloire? Finalement, il se tourne vers ses officiers, son visage grave, et prononce ces mots qui résonnent comme une épitaphe pour une époque révolue. « Messieurs, si ce roi était vivant, je ne serais pas ici. » Cette phrase est vertigineuse. C'est l'aveu humble du génie face au génie. Mais c'est aussi la confirmation éclatante de la réalité. Frédéric est mort, et avec lui, la vieille Europe. La France est vivante, vibrante,
et elle dicte désormais sa loi. En s'inclinant devant Frédéric, Napoléon s'approprie son héritage. Il a pris l'épée du roi de Prusse pour l'envoyer aux Invalides à Paris. Symboliquement, la force guerrière a changé de camp. Elle a traversé le Rhin. La campagne de 1806 reste, à bien des égards, l'apogée de l'art militaire napoléonien. Jamais plus la grande armée ne sera aussi rapide, aussi manœuvrière, aussi parfaite qu'en cet automne-là. C'était l'époque où tout semblait possible, où des sergents devenaient généraux, où des fils d'aubergistes devenaient princes, où la France, par la seule force de son audace, renversait des trônes millénaires en moins de 3 semaines. C'est cela, l'héritage de fer. Ce n'est pas seulement le récit de batailles poussiéreuses, c'est le souvenir d'un moment où la volonté humaine a brisé le destin. C'est la preuve que l'histoire ne s'écrit pas dans les salons diplomatiques, mais dans la boue, sous la pluie, par le courage d'hommes qui refusent de s'agenouiller. Nous avons le devoir de nous souvenir de ces géants, de Davout le stoïque, de Lannes l'intrépide, de Murat le flamboyant, et de ces milliers de soldats anonymes qui ont marché 40 kilomètres par jour pour la gloire d'une nation. Ils nous ont laissé une leçon éternelle. La grandeur n'est pas un don, c'est une conquête. Si cette plongée au cœur de la fureur impériale a réveillé en vous cette flamme, si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées avec la puissance qu'elles exigent, alors rejoignez-nous. Vous pouvez soutenir notre travail et nous aider à produire ces documentaires épiques en devenant membre de la chaîne ou en nous soutenant via le lien dans la description. Chaque geste compte pour maintenir vivante la mémoire de nos héros. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous. Car d'autres mythes attendent d'être brisés, d'autres légendes attendent d'être révélées. L'histoire est un champ de bataille et nous ne faisons que commencer le combat.